Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur et la thématique, le sujet, ça va être la vente et la négociation parce que l'aspect vente dans une business ou évidemment comme représentant, comme conseiller, comme vendeur, c'est essentiel pour venir closer des deals. Donc, comment on fait pour closer une vente? Et j'ai lu une couple de livres sur le sujet de la persuasion, de l'influence et de la vente en général. D'ailleurs, je mettrai une couple de titres de livres dans la description de l'épisode. Mais ultimement, ce qui m'a le plus aidé à closer des deals dans ma vie, c'est vraiment toute l'expérience que j'ai gagnée sur le terrain, dans le sens que ça fait depuis que j'ai 22-23 ans que j'ai commencé à vendre. Et quand je dis vendre, j'étais pas conseiller chez Future Shop ou chez Bro et Martineau. J'étais à mon compte et je devais vendre mes services. Tu sais, quand tu es travailleur autonome, c'est toi qui dois trouver tes clients, c'est toi qui dois les convaincre de te payer en échange de ton service. Donc, du moment que tu te lances en affaires, il y a nécessairement un processus de vente quelque part là-dedans. Et comme je vous dis, moi, j'ai commencé par vendre de l'esthétique automobile. Donc, je faisais ça directement à domicile. C'était des polissages en 2 étapes, des cirages, des traitements de cuir, des restaurations de phares, etc. Et maintenant, c'est un peu différent. Oui, je fais encore un peu de vente, entre guillemets, parce que j'offre des services de consultation dans des compagnies, mais c'est plus de la vente à des particuliers, c'est du B2B, là, du business to business, mais reste que il y a encore une portion de vente, c'est-à-dire que je fais pas de prospection en soi, tu sais, je vais pas faire du porte-à-porte dans des entreprises, je fais pas non plus des cold calls, là, des appels, mais quand même, j'affiche de la publicité sur les réseaux sociaux, j'en parle dans mes podcasts, donc c'est comme ça que je me retrouve avec du monde qui me contacte puis qui sont intéressés par mes services, mais à ce moment-là, ce sont des prospects, ce ne sont pas encore des clients, il n'y a rien de signé encore à cette étape-là, et justement, la vente, c'est le processus par lequel tu convaincs quelqu'un de faire affaire avec toi, dans le sens que tu pognes un prospect, un acheteur potentiel, puis tu le convertis en client. Donc, comme je vous dis, encore aujourd'hui, je dois vendre mes services. Dans le temps, c'était des jobs d'esthétique à 500$. Maintenant, c'est du service conseil à 20 000 minimum. Mais ce que j'ai constaté par rapport à ça, c'est que c'est pas plus difficile de vendre de quoi à 500$ que quelque chose à 25 000. Tu sais, dans les deux cas, il faut que tu t'adresses au bon prospect, il faut que tu sois en mesure de répondre à ses objections et il faut que tu lui offres de quoi qui répond à ses besoins. Tu sais, à 500$, mon client était satisfait parce que j'avais passé 4 heures à nettoyer sa voiture puis que sa peinture était comme neuve. À 25 000, mon client il est également satisfait parce que là, on a réussi, par exemple, à augmenter sa marge bénéficiaire de 10% et que pour lui, 10% d'augmentation de ce côté-là, ça se traduit avec des bénéfices additionnels de 40 000$. Dans les deux cas, il a fallu que je les persuade de me payer avant de voir les résultats. Et c'est ça qui m'amène à vous parler de trucs ou de conseils ou tout simplement de vous partager ma vision pour vous aider à closer des ventes, peu importe votre domaine, peu importe le client qui se trouve devant vous, c'est toutes des techniques ou des façons de faire qui s'appliquent un peu partout. Et la première chose, c'est que un pitch de vente, pour moi, je vois ça un peu comme une pièce de théâtre avec des moments d'improvisation parce que tu dois connaître tes répliques, tu sais exactement c'est quoi la ligne directrice. Il y a des bouts que tu improvises, mais tu sais quand même, tu es rendu où dans ton processus. Et donc, mon premier conseil, c'est que tu dois toujours garder le contrôle de la discussion parce que c'est toi qui sais où tu veux que ça se termine. Évidemment, tu veux closer ta vente. Et durant ton pitch, souvent, ça va dériver un peu. Là. Le prospect va commencer à te parler de son travail, de sa famille ou de n'importe quel autre sujet. Et c'est correct parce qu'en fait, c'est plus que correct, c'est nécessaire parce que c'est ça qui te permet de bâtir un lien avec ton prospect. Parce que sinon, tu es un parfait inconnu qui essaie de convaincre un autre inconnu.
Tu signerais-tu un contrat de 10 000 $ avec quelqu'un que tu fais pas confiance, que tu sais même pas son nom? Ben, c'est ça, ça prend un minimum de rapport interpersonnel, mais en même temps, il faut que tu gardes en tête que c'est un pitch de vente. T'sais, ton but avec ça, c'est pas de devenir son ami. À la fin de la conversation, tu veux qu'il signe le contrat, puis tu veux ramasser ton cash. T'sais, oui, c'est plate à dire, mais ultimement, tu l'écoutes. Oui, tu t'intéresses pour vrai, mais tu dois le ramener dans le cadre de ton pitch de vente. Faut que tu respectes tout le temps tes barèmes pour justement suivre ta ligne directrice, parce que plus tu t'éloignes de la pièce de théâtre, plus ça peut être difficile de revenir dans ton entonnoir pour closer le deal. Et on garde en tête que ça reste une conversation avec un objectif final. Tu sais, c'est pas une discussion random avec des amis au restaurant. Le but ici, c'est de décrocher une vente. Tu sais, en affaires, si tu vends pas, tu manges pas. Une business qui ne fait pas de vente, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un processus, c'est plate à dire, mais c'est nécessaire. Et t'es pas en train d'arnaquer quelqu'un, t'es pas en train de siphonner quelqu'un, t'es en train de lui démontrer pourquoi il a besoin de tel ou tel service. Et c'est pour ça que c'est super important de connaître les objections récurrentes et avoir les réponses aux questions qui reviennent tout le temps. Et malheureusement, on s'en sort pas. Ça prend un certain temps avant de bâtir un pitch de vente qui fonctionne. Parce que, comme je te dis, il faut que tu le testes sur le terrain et les premières fois, ça peut arriver que tu n'aies aucune idée de quoi répondre. Le prospect t'arrive avec de quoi que tu n'as jamais entendu puis tu es comme, ben là, je sais pas quoi dire là. Et c'est pour ça que faut pas que tu aies peur de te planter parce que c'est sûr que ça va arriver. T'sais, dans le domaine de la vente, on appelle ça brûler un lead, dans le sens que c'était probablement un bon prospect, mais que tu n'étais pas prêt à le closer. Tu n'es pas arrivé avec les bons arguments, tu n'étais pas assez préparé. Et comme je vous dis, c'est normal. Ça prend un certain nombre de tentatives pour arriver à mettre en place la fameuse pièce de théâtre qui est en fait votre pitch de vente. Et la répétition, c'est sûrement un des éléments le plus importants dans la vente. Parce que imagine à quel point tu es avantagé dans une argumentation quand toi, ça fait 200 fois que tu as la même discussion. À un moment donné, tu sais par cœur l'ordre des questions, ça va être quoi les objections qui vont revenir, quand est-ce faire une pause, comment jouer avec ton débit puis ton intonation, etc. T'sais, imagine à quel point il y a un décalage entre toi puis ton prospect en termes de préparation. Toi, t'es rodé au quart de tour, puis l'autre personne devant toi, c'est peut-être la première fois qu'elle entreprend ce type de démarche-là, et t'essaieras de battre quelqu'un dans un débat quand ça fait 500 fois que la personne a eu la même discussion dans le passé. Donc, c'est ça ton avantage, c'est que cette conversation-là, tu l'as eu plusieurs fois, et d'ailleurs, pour certaines personnes, ça peut devenir quelque chose qui est ennuyant dans un processus de vente, dans le sens que faut que toi, tu conserves ton même enthousiasme qu'au départ, parce que même si pour toi, ça fait 30 fois que tu fais le même pitch dans cette semaine, ben pour lui, c'est la première fois qu'il y a cette discussion-là avec toi. Donc, il y a vraiment, encore une fois, un décalage. Toi, c'est quasiment un automatisme, une routine, versus lui, c'est la première fois qu'il entend ça. Pour lui, chaque détail de la conversation est super importante. Donc, il faut que tu restes aussi enthousiaste, aussi énergétique que tes premières, même si, comme je vous dis, tu es rendu à ton 50e pitch cette semaine. Et ensuite de ça, mon deuxième conseil pour vous aider à closer un deal, autant dans un contexte de vente avec un client, que dans des négociations en affaires, il ne faut pas avoir peur des moments de silence. T'sais, au fait, moi honnêtement, c'est le bout que je préfère parce que au début, un silence, tu trouves ça tellement malaisant que dès que ça arrive, tu essaies de trouver de quoi à dire pour éviter justement qu'il y ait des longs moments de silence. Mais avec le temps, tu te rends compte que si toi, tu parles pas, l'autre personne aussi, elle trouve ça malaisant. Et guess what? Ben, c'est elle qui va se mettre à parler pour mettre fin au silence. Et la beauté de ça, c'est que quand tu es à l'intérieur d'un processus de vente ou d'une négociation, tu veux que l'autre personne qui est devant toi, elle s'ouvre
et qu'elle te partage ses craintes et ses interrogations. Faut que tu saches, elle est rendue où dans ses réflexions et surtout, c'est quoi qui a fait hésiter à signer le contrat. Et souvent, c'est justement avec les silences malaisants que tu pousses ton prospect à parler davantage et à dévoiler son jeu. Bref, la clé, c'est de laisser parler la personne en devant de toi le plus possible parce que sinon, tu vas arriver à la fin de ton pitch, tu vas lui dire le prix, puis là, le prospect va sortir le fameux merci beaucoup, mais je vais y penser, je te rappelle. Ou il va te dire qu'il faut qu'il en parle avec sa femme ou n'importe quelle excuse bidon. Et de un, par rapport à ça, c'est crucial d'avoir un bon processus de vente qui est mis en place. C'est-à-dire que si l'objection classique, c'est « faut que j'en parle à ma femme ou à mon chum », ben tu t'arranges que dans le rendez-vous, les deux conjoints soient présents en même temps. Comme ça, il ne peut pas te sortir cette phrase-là à chaque fois. Et de deux, quand tu arrives à la fin de ton pitch et que ça branle encore dans le manche, peu importe l'excuse qui va te sortir, dans les faits, il n'est pas encore assez convaincu, il y a quelque chose il y a encore de quoi qui le fait hésiter, et c'est pour ça que, pour moi, le ratio du temps passé à parler, ça devrait être autour de 70-30. 70% le prospect et toi, le 30% qui reste. Parce que sinon, toi, tu n'arrêtes pas de parler du début à la fin. Oui, ça t'a permis d'expliquer ton produit de bord en bord, sauf que quand tu vas lui garrocher le prix à la fin de tout ça, il est pas prêt à te dire oui, il est pas prêt à signer le contrat on the spot, parce que il est pas sûr d'avoir tout compris, il va vouloir du temps pour y réfléchir, et toi, tu peux bien arriver à la fin avec des arguments en rafale, mais tu vas juste avoir l'air d'un gars qui veut mettre de la pression pour ramasser son contrat. Et là, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un peu de pression pour closer. L'idée, c'est que la pression, elle doit s'accumuler durant le processus de vente. Tu peux pas mettre toute la pression rendue à la fin quand tu lui as shooté le prix puis que tu veux qu'il signe en bas de la page. Tu sais, en fait, le concept, c'est que durant le pitch, il faut que tu lui poses des questions pour connaître c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses inquiétudes. Et la raison derrière ça, c'est que tu vas te servir de ces informations-là pour contrer les objections qui vont venir plus tard. Il faut que le client potentiel il te dise c'est quoi qu'il veut résoudre comme problématique, c'est qu'est-ce qu'il a essayé dans le passé qui n'a pas fonctionné, c'est quoi qui le dérange dans sa situation actuelle, etc. En connaissant les raisons pour lesquelles il voudrait faire le move, si tu es là, il y a une raison en partant. S'il t'a demandé de venir, déjà, il y a une certaine forme de besoin. Et à ce moment-là, si tu as écouté c'était quoi ses besoins, ses inquiétudes, tu vas pouvoir lui démontrer que ce que tu lui offres, finalement, c'est la solution à ses problèmes. Exemple, si moi je rencontre un client potentiel pour une consultation, puis que durant la rencontre, il me dit qu'il n'a pas le temps de gérer ses finances, puis de checker sa comptabilité, si à la fin il me dit « Ouais, mais là je suis pas sûr que j'ai besoin d'un consultant présentement », moi je peux revenir en lui répondant que je comprends, mais tantôt tu me dis que tu étais débordé, que tu n'as pas le temps de faire le suivi de tes finances, mais si c'est pas toi qui le fais, il faut que tu mettes des systèmes en place et c'est exactement ça que je suis en train de te proposer. Et là, il ne pourra pas dire que c'est pas vrai, parce que je vous rappelle, c'est lui qui me l'a dit que c'était ça sa problématique. Bref, plus le prospect te donne des infos, plus tu as du jus pour venir contrer ses objections. Et pour finir, la dernière chose, à mon avis, qui est la plus importante, si tu veux réussir à vendre quoi que ce soit, il faut que tu sois convaincu pour être convaincant. C'est-à-dire que faut que tu sois confiant de ce que tu vends. Puis tu sais, c'est normal. Si tu es certain que ce que tu proposes à ton client, c'est vraiment ça qu'il a besoin, pourquoi tu le laisserais passer à côté de ce que tu lui offres? C'est vraiment cette conviction-là, c'est ça qui fait en sorte que tu vas te permettre d'assumer ton pitch puis d'aller chercher la vente. Parce que s'il arrive puis il te dit « Ah c'est bon, merci, merci pour les informations, je vais y penser. » Penser à quoi? Dans le sens que dans ta tête, faut que ce soit un no-brainer. Faut qu'à tes yeux, le prospect, il fait littéralement une erreur s'il va pas de l'avant avec toi. De cette manière-là, tu vas pas arrêter à je vais y penser. Tu vas vouloir aller creuser plus loin
pour essayer de comprendre pourquoi il veut pas aller de l'avant. Parce que sinon, si à chaque fois ça arrête là, ça veut dire que finalement, tu es comme conscient que ton produit n'est pas si bon que ça, ou ça veut dire que tu n'es pas si confiant que tu vas être capable de deliver les résultats que tu promets. Et pour moi, à la base, pour réussir à vendre quelque chose, l'objectif, c'est de transférer ta certitude à l'autre personne. Parce que s'il te fait confiance à toi, à ta compagnie et à ton produit, et qui est convaincu que c'est la bonne chose pour lui, ben, il n'y a aucune raison de ne pas signer. Si c'est uniquement une question de prix, puis ça peut arriver, ben, il y a peut-être moyen de passer avec du financement, avec des versements par mois. Il y a peut-être des possibilités de changer les modalités de paiement. Comme je vous dis, on peut échelonner ça sur 6 mois, par exemple. Dans tous les cas, à moins que ton client il a littéralement pas une scène puis qu'il n'a pas les moyens de payer pour tes services, ben de un, ton screening n'a pas été fameux, tu as mal filtré tes leads. Mais sinon, dans 99% des cas, le prix, c'est pas le vrai problème. Tu sais, c'est plutôt un décalage au niveau de la valeur perçue. Autrement dit, pour lui, ce que tu lui proposes, ça ne vaut pas le prix que tu lui demandes. Et ça veut dire que le prospect n'est pas certain d'en avoir besoin, ou plutôt qu'il pense que les résultats ne seront pas à la hauteur de ses attentes. Et finalement, c'est ça la job d'un vendeur, c'est de lui prouver le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que les compagnies n'auraient pas besoin de représentants si ça serait seulement pour présenter leurs produits ou services. Ils enverraient un courriel avec les specs du produit, puis ça serait réglé, le done deal. Mais finalement, le vrai rôle d'un représentant, ça commence à la première objection du client. Sinon, comme je vous dis, il n'y aurait pas de compagnie qui paierait des commissions pour envoyer du monde signer des papiers. C'est pas de même que ça marche. Il y a un travail de persuasion derrière ça, et ça se passe avec un processus de vente qui est bien établi, en connaissant bien ton produit, ton service, en bâtissant un lien de confiance avec le lead, le prospect, et ultimement, tu closes des deals parce que toi, tu sais comment va se passer la pièce de théâtre. Comme je te dis, tu es prêt. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre à chaque fois que tu rencontres un client potentiel, mais quand ça fait 50, 100, 200 fois que tu as eu la même discussion, tu commences avec une longueur d'avance par rapport au prospect qui ne s'est pas préparé plus qu'il faut avant la rencontre. Et je vais conclure là-dessus, la préparation et la répétition, c'est ça le vrai déséquilibre qu'on doit utiliser à son avantage quand on est dans un processus de vente. Encore une fois, c'est la bonne approche dans le cas où tu vends réellement un bon produit ou un bon service, quelque chose qui apporte de la valeur au client pour vrai. Parce que sinon, arnaquer du monde, c'est pas un modèle d'affaires qui va marcher longtemps de toute façon. Et la vente en soi, il n'y a rien de malicieux là-dedans. Et oui, il y a de la persuasion, il y a de l'influence. Mais encore une fois, je le répète, la vente, c'est une étape qui est nécessaire en business. Peu importe le niveau de prospection, de vente, de négociation, il y a quand même une étape où tu vends un produit ou un service. Donc, plus tu as d'aptitude de vente, plus ton processus de vente il est bien établi, plus ton pitch, tu le connais, plus tu es préparé, ben plus tu peux tirer avantage de ça. Et théoriquement, tu vas closer plus de deals, tu vas avoir plus de clients satisfaits, puis au final, ben, tu vas faire plus d'argent. Donc sur ça, je termine l'épisode et je vous remercie de votre écoute. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.